Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. On le savait déjà, on le sait davantage encore. Aujourd'hui, le terrorisme ne connaît pas de frontières. Les djihadistes peuvent étendre leur nuisibilité partout sur le continent. Des pays comme le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire le savent désormais. Ils sont de plus en plus confrontés à la menace djihadiste. Reste la question, qui sont ces terroristes, qu'est-ce qu'ils veulent et surtout, quelle réponse leur apporter? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Léon Congo, vous êtes enseignant-chercheur, cher Tocqueville en politique de sécurité. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur le terrorisme. Vous avez publié entre autres Boko Haram, Parti pour durer, publié aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Francis Loko, vous êtes un ancien député du Bénin, ancien directeur de cabinet du maire de Cotonou, la plus grande ville de Cotonou. Vous avez sans doute une idée de ce que ça peut représenter comme danger d'avoir des cellules terroristes djihadistes dans une grande ville comme Cotonou. Vous êtes par ailleurs membre du collectif de la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Merci. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi mon confrère Alain-Jules Meunier. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci confrère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas souci de coopération sous-régionale. C'est donc pas souci de coopération sous-régionale que le Burkina Faso a averti ses voisins du Sud de ce que les djihadistes sont à leur porte et même déjà sur leur sol pour certains. Qui sont-ils et que veulent-ils? On en parle après ce sujet de votre rédaction de Paris, signé Graziella Chakonté. Ils se croyaient à l'abri et pourtant ils sont plus que jamais dans le viseur des djihadistes. 1er mai 2019, 2 touristes sont enlevés alors qu'ils visitaient le parc de Pendiari au nord du Bénin. En l'absence de revendications, les sources sécuritaires privilégient la piste terroriste, une première au Bénin que les autorités n'ont pas vu venir. Et pourtant, l'alerte avait été donnée quelques semaines plus tôt par le Burkina Faso voisin. Désormais, plus aucun pays de la région ne semble échapper à la menace djihadiste. Mais qui sont ces hommes? D'où viennent-ils et quelles sont leurs revendications? Décryptage. C'est le Burkina Faso, régulièrement frappé par des attaques terroristes, qui a en premier pris la mesure du danger. Tout s'est confirmé lors de l'interrogatoire d'un terroriste aux arrêts. Ce dernier confesse avoir en projet l'installation d'une cellule djihadiste à l'est du pays, avec des ramifications dans les pays voisins. Aussitôt, l'alerte est donnée et les liens établis avec des cellules déjà actives dans la sous-région. Quand ils ont lancé l'attaque contre le nord du Mali, les groupes terroristes, à son temps, je me souviens, en 2012, ils disaient que dans leur combat, ils ne connaissent pas les frontières. Autrement dit, les frontières des États ça ne leur engage pas. Leur combat, c'est sur l'ensemble de la planète. Partout où ils peuvent agir, ils agiront. Le Togo ne tardera pas à son tour à réagir. Dans son adresse devant la représentation nationale le 27 avril 2019, à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance, le président Faure Gnassingbé surprend ses compatriotes en annonçant le démantèlement par l'armée de cellules terroristes sur son territoire. Nous devons être sensibilisés à la montée ambiante des menaces, en restant toutefois rassurés que l'État s'attachera toujours à garantir la sécurité de chacun et la quiétude de tous. Notre législation est appelée à évoluer pour permettre que la lutte contre ces nouvelles formes de criminalité soit menée en toute légalité, en tenant compte de ces exigences spécifiques. Déjà, les états-majors des armées de la sous-région sont à pied d'œuvre pour mettre hors d'état de nuire ces fous de Dieu. Seulement, leurs actions ne sont pas sans conséquences. Depuis le début de l'année 2019, le Burkina Faso a perdu plusieurs dizaines de ses soldats. Et en février 2019, 1135 écoles étaient fermées à cause des attentats.
On commence cette émission par cette nouvelle qui est tombée dans la nuit du jeudi 9 mai à vendredi 10 mai. Une opération a été menée par des forces spéciales dans le nord du Burkina Faso et a conduit à la libération des 4 touristes, dont 2 touristes français enlevés le 1er mai au Bénin. Une opération menée par des forces spéciales françaises avec le soutien de leurs collègues burkinabés. C'est la preuve, Alain Jules Meunier, que ces djihadistes sont puissamment armés puisque, comme je l'ai dit, on apprend que 2 militaires français ont perdu la vie au cours de cette opération. Exactement. Ça veut simplement dire qu'il y a des complicités au sein des États. Parce que je ne m'explique pas que des gens comme ça, qui vivent, on dit en brousse, puissent être aussi armés, arriver à tuer 2 militaires français, c'est quand même énorme. Donc il faut creuser. Mais bien évidemment, on évoluera par rapport à ce débat pour indiquer que tous ces gens-là, par rapport au conflit libyen, parce qu'il faut revenir en 2011, hein, c'est-à-dire c'est là où part vraiment ce terrorisme hyper violent. Pensez-vous, tout vient de 2011, de l'éclatement de la Libye. Tout à fait. Parce que ce conflit libyen favorisé par les puissances occidentales et les États-Unis a permis, n'est-ce pas, à ces groupes terroristes de grandir, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'ils ont récupéré des armes en Libye. Et puis on a eu 2012, avec l'envahissement, on va dire, du Mali. Oui. Ensuite, on voit tout ce qui se passe maintenant. 2016, Grand Bassam, l'attentat terroriste en Côte d'Ivoire. On a évolué. Et puis le Burkina Faso s'est installé finalement dans la violence. C'est les puissances aujourd'hui, cette violence de l'ampleur de la violence et de la dangerosité et de la nocivité de ces gens. Mais on reviendra en détail effectivement sur qui ils sont. Francis Loko, vous êtes député béninois. Je rappelle effectivement que les touristes qui ont été libérés ont été kidnappés, en tout cas enlevés au nord de votre pays, le Bénin, notamment dans le parc de la Pandjari. Ce qui peut surprendre, c'est de voir qu'au Burkina Faso, ils se sentent tellement en terrain conquis qui peuvent aller à l'extérieur des frontières, faire des enlèvements et revenir tranquillement dans leur tanière. Absolument, absolument. Je crois qu'on assiste à une descente. Je crois qu'ils ont commencé donc au Mali et ils sont maintenant en train de descendre pour donc attaquer certainement le Bénin, le Togo. Et je crois qu'il y a, c'est un phénomène extrêmement important. Il faut être extrêmement vigilant. Oui. Le parc de la Pandjari, c'est un outil touristique de premier ordre chez nous. Oui. Il faut dire une chose, c'est que ce parc n'était pas dans des conditions sécuritaires maximum. Et vous savez, vous êtes au courant, il y a eu donc une mise en concession du parc à une société sud-africaine qui a obtenu le monopole de la sécurité de la zone. Et nos militaires, les eaux et forêts se sont plaints. Je pense au syndicaliste Trépeau, qui à l'époque avait dit... On a sous-traité la sécurité de ce plan à une société étrangère. Absolument. Les eaux et forêts chez nous se sont plaints et ont dit que c'était véritablement un élément de souveraineté et qu'il fallait que les forces béninoises soient présentes. Et donc on a sous-traité. Et je crois que c'est ça le résultat. Donc c'est une erreur capitale, n'est-ce pas, du gouvernement, s'agissant de la sécurité de la zone. Monsieur Koundou, Boko Haram, c'est parti pour durer. C'est le titre d'un de vos livres publiés aux éditions La Matin. On ne parlera pas de Boko Haram, mais quand même on parlera du fait terroriste. Il y a forcément des caractéristiques générales. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui de ces gens? Qu'est-ce que vous savez d'eux, vous qui avez réfléchi longuement à cette question? Qui sont-ils finalement? Mais qui sont-ils? Déjà, il convient de souligner une chose, c'est que dans la sous-région, en fait, il y a une prolifération, je dirais, d'acteurs criminels. C'est-à-dire, vous avez un recoupement entre activités terroristes, le terrorisme qui suppose une revendication, je dirais, politique, mais sous le mode violent. Et qui sont-ils? Ce sont des succursales des 2 multinationales du crime, à savoir Al-Qaïda et Daesh. Voilà, effectivement. Et
ils sont véritablement structurés. Et vous avez pu voir en mars 2017, lorsque le gouvernement du Mali s'est engagé à appliquer effectivement l'accord d'Alger. Et il y a eu comme une remise en question, c'est-à-dire de cette organisation, et il y a eu fusion de 4 katibas, à savoir Armi, Al-Moura Bitoun, oui. Massina et une autre mouvance, c'est-à-dire Ansouaï ou Ansardine. Ansardine, effectivement. Il y avait aussi le Mounjao aussi. Oui, et ce sur la coordination de Iyad Adgali, l'homme le plus recherché de cette sous-région. Et cette coordination, je dirais, cette fusion, elle visait une chose, c'est-à-dire une agrégation d'intelligence, de capacité de nuisance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens monteront efficacement, je dirais, en puissance. Et ce qu'il convient de souligner, c'est que la sous-région en elle-même, elle illustre aujourd'hui certains concepts que distille le vocabulaire des relations internationales. Depuis 20 ans, on parle d'État failli, collapse state, c'est-à-dire pour exprimer ici des acteurs qui ne peuvent pas en plein temps assumer leur mission régalienne en termes de sécurité ou alors de défense. Et vous pouvez voir que dans cette sous-région, vous aviez tantôt parlé de Boko Haram, les versants de Mont Mandara, c'est des zones de non-droit, c'est-à-dire même les États n'ont pas possibilité d'y accéder. C'est des zones de repli, la forêt de Sambisa, de Madawaya. Donc, une fois acculés, ils se replient et se restructurent pour devenir Ça veut dire quoi? en puissance. On n'a pas encore pris la mesure du danger que représentent ces gens. Le député l'a dit tout à l'heure, le Burkina Faso avait déjà averti effectivement et ses voisins du sud de ce que le danger est à leur porte, si ce n'est déjà sur leur territoire. Et on va dire quoi? Il n'y a pas encore une prise de conscience de ce que c'est un danger énorme, qu'il faille agir tout de suite et ensemble. La prise de conscience, elle est effective. Et les coopérations sont d'ordre horizontal, c'est-à-dire entre pays de la sous-région, verticale, avec un acteur comme la France qui est impliqué, l'Union européenne, voire les États-Unis. Mais ce qu'il convient de souligner ici, c'est qu'on n'est pas à un type, je dirais, d'affrontement conventionnel. Les armées ne sont pas mobilisées ici aux frontières pour attendre un ennemi qui viendra de face. Le terroriste, c'est qui? C'est votre cousin, c'est votre oncle, c'est votre tante. Et voilà toute la difficulté pour contenir cette difficulté. On l'a vu dans une vidéo publiée le 29 avril dernier, 29 avril 2019. Aboubakr al-Baldadi, le chef international de Daesh, lançait un appel donc aux satellites, aux franchises maliennes et aux burkinabés de Daesh pour intensifier les frappes dans les pays voisins. C'est la mise en œuvre aujourd'hui de cet appel, c'est l'exécution. Ça s'inscrit aujourd'hui, qu'ils puissent aller au-delà des frontières, faire des raps, et ça s'inscrit effectivement dans cette optique-là. Tout à fait. À partir du moment où déjà les frontières sont poreuses quand même, il faut... Et c'est ça, c'est l'Afrique en général. Oui, mais d'abord déjà, on dit la libre circulation, c'est une bonne chose en soi que Burkinabés, Nigériens, Béninois, Togolais, Ghanéens puissent circuler librement dans la sous-région. Justement, M. Kungu le précisait tout à l'heure que bon, c'est la famille, c'est-à-dire votre propre cousin. Voilà. Donc en fait, nous sommes cousins. Moi, je suis du Cameroun. Oui. J'ai des cousins à la frontière, j'ai des cousins au Gabon, j'ai des cousins en Guinée équatoriale. Alors si cette zone-là, le terrorisme s'y installe, il y aura peut-être un frère de mon village qui pourra se retrouver dans cela. Mais il faut quand même noter quelque chose, c'est-à-dire que moi je m'appuie sur l'intervention française. Ça veut dire que ces gens-là ont cette puissance-là, ils peuvent localiser ces gens-là. Parce que, Monsieur Kungu, je m'excuse de m'inscrire en faux face à vos allégations tout à l'heure, où il parle de la forêt de Sambisa, où Boko Haram se replie. C'est pas vrai, selon vous? Non, mais Boko Haram se replie. Mais le problème, le véritable problème du terrorisme en Afrique, c'est quoi? Ce sont ces ONG, là, il faut lire leur rapport. Human Rights Watch fait un rapport, met au même pied les armées nationales et ces terroristes-là. Mais c'est grave. En accusant, par exemple, l'armée burkinabé, dans un rapport de 2018, je crois, si je ne m'abuse, de dire que oui, voilà, eux aussi ne respectent pas la vie humaine. Mais sincèrement, quand vous pensez qu'il faut plus de fermeté. Mais bien sûr. Est-ce que ces gens-là peuvent dire que l'armée américaine ou l'armée française, quand elle va faire une opération, elle respecte la vie humaine?
Je ne le crois pas. Parce qu'avec les terroristes, il ne faut pas respecter la vie humaine, parce qu'eux-mêmes ne respectent pas la vie humaine. Non, mais, tout le monde dit qu'il y a eu deux soldats soldats français tués. Je suis d'accord. Excusez-moi, je termine. Allez-y très rapidement. Deux Français tués. Parce que là, vous apportez une polémique. Non, mais il faut. Il y a combien de terroristes ont été tués? On ne nous dit pas. Ouais. Il faut qu'on nous dise. On a libéré 4 otages. Mais combien de terroristes ont été tués? Il faut qu'on nous dise aussi. Là, c'est la transparence. Ça cache quoi, selon vous? Mais ça veut simplement dire que eux-mêmes, pour libérer ces 4 personnes, ils en ont tué au moins 50. Je le dis comme ça, mais c'est une supposition. Peut-être que M. Congo. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bilan du côté de l'ennemi. Mais oui, mais pourquoi, quand ils font des rapports, on dit, par exemple, dans le nord-ouest camerounais, sud-ouest camerounais, au nord du Burkina Faso, à l'est du Bénin, etc., on accuse les armées nationales. Moi, franchement, c'est intéressant. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qu'il dit prête à polémique, c'est vrai, mais c'est à la fois intéressant, mais parce que peut-être que ça vient sans doute du fait que l'ennemi n'est pas identifiable. On sait que 2 éléments des forces spéciales françaises clairement identifiés ont été tués, mais peut-être ne sait-on pas véritablement. Il faut quand même dire une chose, si oui. vous permettez. Il faut quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des groupuscules qui opèrent. Je veux dire, c'est là que la démarche devient un peu asymétrique. Ils se sont fragmentés. Absolument. En groupuscules. Extrêmement difficile à combattre. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté de la tâche. Hein? Mais ceci dit, il faut s'attaquer aussi aux causes de tout cela. Absolument. Moi, j'ai vécu Vous avez raison de l'évoquer. C'est un point très important. C'est très important. Moi, j'ai vécu au Nigeria. Oui. Dans une autre vie, j'allais souvent au nord du Nigeria. Mais c'était, je veux dire que j'étais à l'époque frappé d'abord par la misère, ensuite par l'absence d'État. Absolument. On va en parler dans la deuxième partie de notre émission. C'est très, très, très... C'est le point central même de cette problématique. Cher monsieur, encore une autre anecdote. Quand j'étais député, député du Bénin, nous avons posé la question de la présence de l'État au niveau des frontières, des structures de sécurité au niveau des frontières, mais très peu. Pour sécuriser les frontières. Oui, je pense que le psychodrame est tel que le citoyen lambda, il le dit clairement, il faudrait terroriser le terroriste. Mais on ne peut pas mettre un État et un mouvement terroriste, c'est-à-dire, je dirais, sur le même palier. En tant qu'État, on a des obligations. Absolument. Et on ne peut non plus tirer sur les ONG, parce que ne l'oubliez pas, aujourd'hui, j'ai tantôt parlé de quasi-État. Vous avez des zones où les populations se sentent marginalisées, où l'État, c'est-à-dire, ne fait plus sens. Il n'y a que ces ONG-là qui, en termes de soins, voire, c'est-à-dire de distribution de denrées alimentaires, c'est-à-dire, ils sont omniprésents. Et même ces ONG ont des difficultés aujourd'hui parce que l'insécurité est telle qu'elles-mêmes ne sont plus à mesure d'assumer leur mission. Mais en tirant sur les ONG, une fois de plus, on se tire une balle au pied. Et vous observerez très bien que si nous prenons par exemple la lutte contre Boko Haram, la phase 2 de la force multinationale mixte n'a jamais été déroulée pour une raison fort simple. Nous n'avons jamais obtenu aux Nations Unies la votation d'une résolution. Et ce, parce que les ONG, à savoir Amnesty International et Human Rights Watch, ont tiré, c'est-à-dire dénoncé les agissements des forces camerounaises et nigérianes. Et bien évidemment, un pays comme les États-Unis ne peut pas apporter son soutien à une force... C'est vrai, s'il y a une proposition à prendre dans cette émission, c'est de s'abstenir de simplifier à l'essai une problématique très complexe. Parce que là, on est vraiment en train de débattre d'une problématique extrêmement complexe qu'il ne faut pas simplifier. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.